Ouais. Hop, il est 11h02. Bonjour à tous, merci de me rejoindre à ce webinaire Comment mieux gérer et harmoniser votre bibliothèque BIM. Donc, je suis avec l'équipe de BIM&Co, enfin une petite partie de l'équipe de BIM&Co. Donc, moi, je suis Baptiste Mullet, je suis ingénieur STP. Je travaille sur la gestion des objets BIM avec Gauthier. Bonjour à tous, Gauthier Ballet. Je suis ingénieur fleet de formation et j'ai une expérience en tant que BIM coordinateur des entreprises de construction. Je travaille sur le produit avec nous. Et Manel. Bonjour à tous, moi c'est Manel Tapti, je suis architecte BIM et Customer Success Manager chez BIM&Co. Voilà. Donc avec vous, on va passer un petit peu de temps, on va prendre 1 heure ensemble pour étudier les problématiques qu'on peut avoir dans les objets de la maquette numérique et la gestion de sa bibliothèque. Donc à qui s'adresse ce webinaire? En fait, c'est un public assez large parce que ça peut être du BIM manager, responsable DE, technicien, concepteur, économiste, en fait, référent métier, toutes les personnes qui vont être amenées à travailler directement avec des objets ou à travailler sur les données qui sont contenues dans la maquette numérique. Donc, voilà, c'est assez large. On va regarder un petit peu les problématiques que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat du webinaire. On va prendre 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour répondre un petit peu et essayer d'avoir le temps d'échanger surtout ensemble pour connaître vos problématiques et voir comment on peut soit vous aider et soit voilà, trouver des solutions ensemble. N'hésitez pas. Très rapidement, le BIM&Co, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise, donc on est développeur de logiciels, on fait partie du groupe Trace et on se spécialise en fait dans la gestion des bibliothèques pour les entreprises de construction, les architectes, les engineering, les BE, et aussi dans des logiciels qui vont permettre de gérer les catalogues BIM pour les fabricants. Alors, on a aussi une plateforme BIM&Co.com où vous pouvez trouver des objets génériques et des objets fabricants pour vos projets. Voilà. Donc, si on repose un petit peu le problème de base, le constat, c'est que un bâtiment, c'est donc des milliers de produits de la construction, des milliers d'éléments. Et dans sa maquette numérique, aujourd'hui, on retrouve ces milliers d'éléments sous forme d'objets BIM. La particularité de ces objets, rapidement, parce que je pense que tout le monde connaît un peu ça, c'est les containers de l'information. Et donc, si on veut gérer l'information, si on veut gérer correctement sa maquette numérique, il faut gérer l'ensemble des composants de cette maquette correctement. Et pour ça, il y a besoin d'avoir une bibliothèque propre de contenu pour permettre d'exploiter correctement la maquette numérique. Et c'est vrai que souvent on dit que la qualité d'une maquette se reflète par la qualité de son contenu. Et c'est vrai que le contenu, c'est vraiment la source même d'une maquette numérique. On a besoin de ce contenu pour une maquette. Et c'est pourquoi il faut avoir un contenu de qualité, surtout pouvoir gérer ce contenu, pouvoir y accéder facilement. Et au final, la qualité d'une maquette gravite autour du contenu quand il arrive à n'importe quelle étape de projet. Donc, quelques problématiques que rencontrent un petit peu nos clients peuvent être différentes. Souvent, aujourd'hui, ce qu'on me remonte aujourd'hui, les clients me disent qu'il est très difficile de récupérer et de partager du contenu. Et ce contenu, quand il est récupéré, il n'est pas vraiment exploitable parce que les paramètres ne sont pas bons, donc ils sont incohérents. Donc c'est assez chronophage et source d'erreur aussi. Toi, dans ton agence, qu'est-ce que tu faisais un petit peu Dans mon agence d'archives, on avait quelques problèmes de gestion de contenu, effectivement. Donc, soit on mettait nos objets dans des gabarits, soit on récupérait des objets d'anciennes maquettes, d'anciens projets. Donc, c'était quand même assez compliqué parce que, pour vous avouer, c'était des échanges via Slack, c'était assez stressant. Quand on récupère l'objet, c'est pas le bon, c'est pas les bons paramètres, donc on perdait du temps, un temps précieux dans des projets qui étaient assez tight. Donc, on n'avait pas vraiment d'outils de gestion d'objets, donc on faisait un petit peu au freestyle. D'accord, c'est vrai qu'une pratique qui revient souvent, au final, c'est retourner ou réouvrir des projets précédents, comme disait Manel, et retourner dans ces projets, chercher du contenu, le réadapter, mais c'est vrai que c'est
En fait, on reprend à chaque fois, on est obligé de reprendre et on repasse manuellement sur les paramètres pour les modifier, pour les adapter au projet, aux besoins. Et ça peut être très chronophage. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour pouvoir remédier à ça. Ouais, on peut mettre en place des solutions via Dynamo pour réduire un petit peu cette tâche, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on doit refaire régulièrement. Donc, nous, on a identifié pas mal de problèmes avec les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, et puis via nos expériences communes, etc. Et on a identifié 4 points majeurs en fait pour gérer mieux sa bibliothèque et donc gagner en productivité d'une, gagner en qualité sur ses rendus en fait pour avoir des livrables plus riches en données puisque on sait très bien gérer 4, BIM niveau 1, on va commencer à très bien savoir gérer les maquettes, l'aspect 3D, l'aspect coordination, et on n'arrive pas encore forcément à débloquer complètement la valeur de la donnée à l'intérieur de la maquette. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour ça. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut arriver à bien centraliser, arriver à enrichir ce contenu, cette bibliothèque, dans les projets, d'harmoniser ce contenu pour qu'il soit plus exploitable, mieux l'utiliser, et pouvoir collaborer aussi au sein de sa bibliothèque pour arriver à avoir des process qui sont plus fluides au sein de son agence, de son bureau d'études, de son entreprise. Donc, la première chose, c'est effectivement de centraliser le contenu, avoir un accès rapide directement dans sa maquette, dans son outil de travail, au contenu, donc à ses objets, à sa documentation, etc. Donc, les problèmes qu'on a vus, c'est soit, comme le disait Manel, pas vraiment en fait de bibliothèque centralisée. Structurée. Voilà, donc c'est des projets, c'est des gabarits, c'est des choses qu'on s'envoie par mail, c'est on va voir quelqu'un qui est dessus pour lui demander où est-ce qu'il a mis la famille résultant. Et on se retrouve en fait avec des contenus différents. On se retrouve avec 10 fois le même objet, des versions, on ne sait plus quelle est la bonne version, etc. Donc du coup, ça crée des erreurs, on refait le travail, soit on perd du contenu, duplication, on modélise, on réajuste, etc. Ça va aussi dépendre de la taille de l'entreprise. C'est vrai qu'une petite entreprise, ils peuvent toujours s'en sortir avec un serveur interne, bien que ce ne soit pas dynamique et que ce ne soit pas forcément la meilleure solution. Les grandes entreprises qui fonctionnent avec différentes agences, pour se partager du contenu, c'est très compliqué. Et, il faut penser à une solution où tout le monde bénéficie des apports qui sont donnés aux objets. Donc ça, effectivement, dans les bonnes pratiques, on va dire, il y a plusieurs choses, mais bien centraliser son contenu pour que déjà ce soit une source unique qui est partagée à l'ensemble de ses équipes. On ne travaille pas tous 3 fois sur le même objet. Ça, c'est la première chose, donc ça, on peut le faire relativement facilement, à centraliser, etc. Par expérience, on voit que c'est quand même bien d'avoir un responsable de cette bibliothèque. Effectivement, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent le besoin d'avoir une personne qui puisse gérer ce contenu et un référent pour justement optimiser ses process et avoir une bibliothèque fiable surtout. On sache que cet objet a été mis à jour, qu'il a été contrôlé, que ça ne devienne pas une bibliothèque un peu fourre-tout, où on trouve tout et n'importe quoi. Ouais, en fait, on est passé entre des bibliothèques CAD à la bibliothèque, on va dire, plus BIM. Il y a la gestion de données qui a mis ça entre guillemets, c'est-à-dire que pour gérer une bibliothèque CAD, des blocs de CAD, de ce genre de choses, c'est vraiment du dessin, donc c'est assez relativement simple. Là, on arrive sur des trucs qui sont un peu plus compliqués, et si on n'a pas de garant en fait, de cette bibliothèque, c'est… Effectivement, ce qu'on me remonte souvent avec mes clients, c'est que la responsabilité de la data qui est mise dans l'objet doit être endossée par quelqu'un. Et aujourd'hui, avec le BIM, c'est vrai que très vite, une erreur peut être fatale. On m'a parlé une fois qu'il avait préfabriqué des éléments d'un bâtiment. Et puis pour une petite erreur, à la virgule près, l'objet qui a été commandé n'était pas bon. Et là, qui
en deux cette fonctionnalité. Donc le fait de pouvoir contrôler, gérer l'information de l'objet, puisque la 3D n'est plus l'information qui est dedans, c'est, je pense, crucial aujourd'hui pour les entreprises. Et ça permet de réduire le risque en fait. Effectivement. Contrôler l'information. Contrôler l'information, parce que c'est toute une chaîne et tout un process, non pas juste modéliser et puis on met l'objet dans une maquette. Et basta. Donc il y a ça, puis il y a gagner des gains de productivité. Donc c'est voilà, on fait des projets, des objets, donner un accès rapide à la bibliothèque. Ça c'est et pouvoir gérer derrière un versionning de ces objets pour avoir toujours la bonne version. C'est ça sent important. Et une autre chose qu'on va regarder peut-être un petit peu, donc nous on a en fait, centralise le contenu, mais on peut centraliser aussi les besoins de l'équipe. Donc si on regarde peut-être sur directement en fait sur le produit OnFly, au final qu'on voit ici. Donc c'est vrai que comme on l'a dit précédemment, comme on l'a montré précédemment, on s'est basé sur tous les piliers qu'on vient d'énoncer, les problématiques. Et on a vraiment essayé de créer un outil de collaboration autour des objets, autour du contenu BIM. Donc, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est l'outil OnFly. Sur la gauche, on voit différents onglets sur lesquels on va revenir plus tard, qui correspondent à différentes fonctionnalités. Ici, on a la fonctionnalité principale qui est au final la bibliothèque d'objets, de contenu BIM, laquelle on peut accéder directement depuis nos outils de conception, que ce soit Revit, Archicad, Allplan. On a des plugins pour cela. Donc, ici, on voit nos objets, on peut faire une recherche intelligente. Le principe, bien sûr, était d'accéder le plus rapidement possible avec le plus d'efficacité au contenu. Donc, pour ceci, on peut appliquer différents filtres. On a les classifications, on a les différents logiciels sur lesquels on peut travailler, les différents formats pour régler le niveau de détail. Et pour revenir sur les classifications, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent avec différentes classifications. Donc, on a des classifications internationales, lesquelles Bimenco maîtrise et qu'on a implémentées dans notre base de données, comme Master Format, Uniclass, Uniformat. Et on a voulu aussi donner cette technologie de classification aux entreprises. Donc, une entreprise peut classer ses objets, créer sa propre classification afin d'organiser, de gérer cette bibliothèque. Ça permet de gérer ces objets dans la recherche au niveau de sa propre classification interne, mais aussi si on travaille avec plusieurs classifications ou avec des équipes qui, eux, chacun ont leur classification métier. En fait, on va avoir l'économiste qui va avoir sa classification, on va avoir le bureau d'études, enfin, plusieurs personnes vraiment vont avoir leur propre classification métier. Et donc ça, d'avoir une même recherche où le même contenu peut être classé dans différentes choses, ça permet de s'adapter au métier de chacun. En fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit aussi qu'on peut très facilement accéder aux informations. Et ça, c'était important pour nous de pouvoir montrer en fait qu'on n'a pas besoin d'ouvrir l'objet, de le télécharger, d'insérer dans sa maquette, etc. Là, dans la recherche directement, on peut déployer et regarder si c'est l'objet qui nous intéresse. Et le télécharger ou le comparer avec un autre. Et à savoir que c'est un environnement donc, qui est accessible depuis les logiciels, depuis les plugins, mais c'est aussi un environnement accessible depuis un browser web, depuis Chrome ou Mozilla Firefox, peu importe. Et n'importe qui fait partie de cette équipe, qui est membre de cet espace OnFly privé, a accès à cette bibliothèque, a accès à l'information, peu importe le support qu'il utilise. Ouais. Pas besoin d'être un utilisateur régulier. Exactement. Une autre chose qui est assez importante pour nous, c'était de centraliser surtout les besoins de l'équipe aussi. C'est remonter non seulement le contenu, les besoins et de lier tout ça dans un même outil. C'est ça. Donc c'est vraiment en fait centraliser les objets, mais c'est aussi centraliser tout ce qui est autour de l'objet. Donc forcément, dans les objets, on a la donnée, donc ça va centraliser les données. On a les géométries qui sont présentées par les modèles Revit, les modèles 3D, qui vont être centralisés également. Mais on a aussi tout ce qui est communication. Donc on va avoir un espace de message sur OnFly afin de communiquer avec son équipe. Mais on va aussi avoir un espace de demande de contenu. Et du coup, en fait, tous ces outils qu'on retrouve sur OnFly permettent de centraliser tout ce qui gravite autour de l'objet. Donc, même une demande de contenu, on ne va pas utiliser sa boîte email, on va aller sur OnFly, on va formuler notre demande de contenu et on va pouvoir l'attribuer
à un membre de notre équipe ou l'attribuer directement d'ailleurs à un fabricant. On reviendra peut-être ce matin sur cette fonctionnalité, de faire des demandes de contenu à des fabricants qui sont enregistrés sur Domenco. Et par cela, on gère. Et ça permet une meilleure traçabilité des échanges aussi. Exactement. Et pouvoir avoir un seul et unique source d'information, ce qui est aussi important. On peut non seulement récupérer les objets et les documents relatifs à l'objet, mais aussi pouvoir, à travers un seul channel, pouvoir échanger avec les collègues, les intervenants, les mêmes intervenants. Ça permet, pour un modélisateur, ça nous permet de centraliser un peu les remarques, les demandes de modification et d'avoir effectivement une traçabilité. En termes de project management, c'est aussi un outil assez efficace aujourd'hui. Alors, le deuxième gros point qu'on abordait, c'était le côté être capable en fait d'enrichir les objets. Et quand on dit enrichir, c'est non seulement enrichir projet après projet sa bibliothèque, pour avoir toujours une bibliothèque qui est la plus complète possible en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au fur et à mesure. On n'est pas obligé de commencer tout de suite en ayant des choses incroyables. C'est les projets qui vont faire qu'on s'améliore et qu'on capitalise réellement sur son expérience. Et enrichir, c'est aussi enrichir sa maquette à partir d'un objet, on va dire naître, un petit peu un objet parent. Et là, on aborde en fait plutôt les problématiques de niveau de développement, c'est-à-dire on va gérer les niveaux de détail et les niveaux d'information séparément. Mais ça va être voilà, à un stade de projet, je suis en APS, je passe en APD, hop, je peux facilement enrichir les maquettes qui utilisent ces objets-là avec un autre set de propriétés et donc respecter un petit peu soit ma convention, soit les demandes de mon client. Et ça, de le faire assez facilement et toujours de manière connectée. Donc, en fait, on a un espace objet qui peut être lié, donc qui est lié à un objet dans sa maquette. Et là, on a toutes les informations qu'on peut. Il y a ce lien dynamique aussi entre la maquette et l'objet qui est sur la plateforme. Donc, si on a envie, par exemple, de faire une modification, s'il y a une personne des achats qui veut rajouter, par exemple, le coût ou autre, il n'a pas besoin d'un logiciel métier pour le faire, il peut directement le mettre sur une fly et ça va venir enrichir l'objet dans les maquettes. Tout à fait. On a en fait donc, directement en ligne toutes les informations accessibles. Donc, oui, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un objet central, des objets centraux sur lesquels on va se connecter pendant nos projets. Et on va avoir en fait ce même objet référence en ligne sur une fly qu'on va pouvoir solliciter en fonction, comme disait Baptiste, des différentes étapes du projet. Et on va toujours venir se plugger, se connecter sur cet objet on fly afin de récupérer l'information dont on a besoin et afin d'enrichir notre maquette. Là, si on regarde peut-être un petit peu, montrer en direct. Donc, je vais passer ici sur Revit. Donc ici, on retrouve donc, un espace Revit sur une maquette. On retrouve le plugin Domenco ici même, lequel on va accéder à différentes fonctionnalités du plugin. On va accéder directement à OnFly. Au préalable, en fait, sur cette maquette, j'ai inséré un objet que j'ai récupéré sur notre bibliothèque privée OnFly, qui est ce frigo. Et donc, directement depuis ma maquette, je peux afficher mon produit directement dans mon plugin, qui va se retrouver ici. Et donc là, en fait, on peut facilement. Là, on a accès en fait à l'ensemble des informations du frigo, mais des choses aussi qui ne sont pas accessibles en fait dans la maquette, c'est-à-dire toute la documentation, tous les fiches techniques, et puis aussi des données qui sont supplémentaires, qui sont en fait pas forcément ajoutées à ce moment-là, et on a ce lien direct, on va pouvoir venir rapidement ajouter des propriétés, ajouter des données supplémentaires, ou consulter en fait le manuel d'utilisation, etc. Et ça, c'est un lien qui est, qui est dynamique, donc en fait, ça va vraiment permettre d'avoir cet objet, cette source de vérité, dans le sens où si on fait une mise à jour directement en ligne, on modifie la valeur
c'est pas, on va modifier la puissance, on va modifier des données qui nous sont utiles dans notre projet. Ça va être directement mis à jour, ou en tout cas notifier l'utilisateur qui utilise cet objet dans cette maquette. Donc plus besoin en fait, plus de problème de versionning, dans le sens où on informe très rapidement en fait, dès qu'il y a une modification. On crée une nouvelle révision et on va venir impacter pour les personnes qui activent ça, l'objet dans sa maquette. Pour reprendre du coup sur le live, ici en fait j'accède à la même fiche objet depuis mon navigateur Chrome. Et ici, donc depuis le plugin, donc pendant le chargement, j'ai ouvert la page internet correspondante. Mais depuis le plugin, en ayant cliqué sur cette fonction, j'accède aussi directement à l'objet. Donc ici, je peux passer en revue toutes les informations de l'objet. Donc j'ai les propriétés qui sont à l'intérieur de l'objet avec une valeur. J'ai également ici les différentes références. Donc quand je vais passer d'une référence à une autre, les valeurs vont changer et s'adapter, bien sûr, en fonction de la référence. On peut accéder aux différents modèles 3D. Donc ici, il n'y en a qu'un. C'est un RFA. Bien entendu, on peut ajouter différents modèles 3D avec différents niveaux de détail. On peut accéder à de la documentation également. Donc ça peut être des fiches techniques, ça peut être des fiches d'installation, ça peut être des documents de maintenance. Donc tout ça est accessible directement depuis le plugin ou depuis un browser classique web. Donc ici on peut visualiser. Ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est une manière où on avait le souci. En fait la plupart des entreprises utilisent des liens URL classiques pour pointer. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est souvent problématique, parce que souvent on pointe vers des pages web, et à ce moment-là, souvent c'est mis à jour, et donc 2 mois après, 3 mois après, on ne retrouve plus le contenu associé, alors qu'on passe du temps à justement documenter sa maquette là-dessus. En fait, avec un objet référent comme ça, on n'a plus, non seulement on va avoir du contenu lié à chaque objet de notre maquette qui est durable dans le temps, mais en plus, on crée son DOE d'une certaine manière en même temps qu'on crée sa maquette. On anticipe effectivement. Ce qui arrive souvent, c'est que les clients me disent je mets l'URL, donc j'intègre l'URL dans mon objet. L'URL nous ramène à une page fabricant ou à une autre source d'information dans le serveur. Le souci, c'est que par moment, ce lien est rompu. L'URL saute, on ne le retrouve pas et puis on perd ce contact. Mais aussi, si pourquoi que le fabricant met à jour sa page, on n'a aucun moyen de mettre à jour ça dans l'objet. Et donc, on perd très vite ce lien entre l'objet et la source d'information. Ouais. Pour continuer sur le temps. Ouais, pardon. J'essaie de reprendre le fil aussi de l'exemple, histoire de montrer une excellente du coup, oui, comme on le disait avant, l'important c'est de pouvoir accéder à cette information, aussi de la mettre à jour dans les projets. Et donc ici, on se retrouve sur l'éditeur d'objets. Donc ici, je suis dans le navigateur Chrome. Je pourrais très bien aussi le faire d'ici, qui est le plugin. Donc, étant dans le navigateur Chrome, ça veut dire aussi que n'importe qui peut accéder à cet objet, modifier l'information qui se trouve dedans, sans pour autant avoir le logiciel. Alors, pas n'importe qui, on a une gestion des droits, qui permet en fait de donner accès plus ou moins de droits à ces personnes. Ça permet aussi de contrôler un peu différentes informations. Mais après, oui, de n'importe quel support, on peut venir modifier les paramètres, ajouter une propriété, venir copier-coller Excel des nouvelles valeurs et mettre à jour sa bibliothèque et potentiellement ses projets derrière. Et potentiellement ces projets, c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, ici même, j'ai changé les valeurs de cet objet, les valeurs des propriétés de cet objet, de cette référence. Donc si je retourne dans mon projet, ici, et que j'utilise cette fonction de mise à jour, le plugin OnFly, Imenco, va checker tous les objets qui sont dans la maquette et regarder s'il y a des mises à jour. Donc ça, c'est... Voilà, Donc là, on a un message comme quoi notre objet FAB, donc qui est la référence, cette référence-là, la référence d'objet, le nom qui est ici, cet objet a été mis à jour en ligne. Du coup, je peux le mettre à jour directement dans mes maquettes. Et ce, au final, dans toutes les maquettes qui contiennent cet objet. Donc ça peut être des objets du coup, de l'entreprise, lesquels ont été modifiés par un membre
qui a les droits, bien entendu, mais ça peut être aussi des objets fabricants, puisque c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup cité, mais on peut accéder à toute une bibliothèque d'objets fabricants. Donc si un fabricant ajoute une nouvelle référence ou modifie ses références, on va être notifié dans le projet, à l'ouverture du projet ou lorsqu'on clique sur cette fonction, sur les différentes mises à jour des objets qui ont été effectués en ligne. Tout à fait. Le but, c'est d'échanger de l'information rapidement, d'arriver à contrôler cette information, de savoir qu'elle est à jour, pour en fait se concentrer sur ce qui importe réellement, c'est de faire vraiment le métier d'ingénieur, d'architecte, d'économiste, d'aller faire son job, et plus avoir trop de problématiques d'échange d'informations, de mise à jour, de passer du temps sur le logiciel. Et voilà, ça c'est un peu notre créneau. Donc, rapidement, parce que je ne sais pas si on a un temps, le troisième point qui est très important pour nous et qui, pour moi, fait vraiment différence entre le passage du bibliothèque CAD à vraiment BIM, c'est qu'on ne travaille plus sur des plans, on travaille sur une base de données. Une maquette Revit, une maquette Archicad, un logiciel de modélisation BIM. En fait, une gestion d'éclat, une gestion de base de données. Et donc, pour ça, on comprend rapidement qu'en fait, quand on récupère des sources différentes d'objets, on a besoin en fait de structurer l'information de tous ces objets pour qu'ils puissent être exploités dans la maquette. Donc, on va passer d'une base de données où on a un petit exemple tout simple d'un schedule de nomenclature de porte. On voit déjà sur des paramètres de base, de taille, de dimension, que selon les familles, là on liste l'ensemble des portes de notre projet à gauche, déjà les paramètres ne seront pas appelés de la même manière, il n'y a pas de cohérence entre les paramètres. Donc en fait, l'information n'est pas exploitable. C'est comme si à chaque fois on ajoute une ligne dans Excel, c'est comme si on ajoutait une colonne. Forcément, pour derrière faire la somme de tout ça, c'est assez compliqué. Donc en fait, ici, si on refait le lien un peu avec notre technologie, on pourrait associer ça à différentes sources d'objets, c'est-à-dire des personnes qui ont téléchargé des objets de différentes sources, et du coup, ils ont des paramètres qui veulent dire la même chose, mais qui n'ont pas le même nom, et pourtant, on doit les exploiter Du coup, elles doivent avoir le même nom. Donc nous, en fait, le but de notre technologie, c'est que les paramètres qu'on voit ici, qui veulent exprimer la même chose, et le même nom, ils soient exploitables. Il y a une cohérence au sein de l'entreprise. Si je prends par exemple le cas d'Engie, donc Engie, c'est un grand groupe qui a des entités un peu partout en Europe. Engie, par exemple, la bibliothèque Engie va être constituée d'objets qui proviennent d'Espagne, d'autres qui proviennent de France, avec des paramètres français et espagnols. Donc, ils n'ont non seulement pas les mêmes métiers, mais surtout pas la même langue. Donc, le but, c'est de pouvoir harmoniser tout ça pour leur permettre d'exploiter les objets les uns des autres et puis avoir une bibliothèque commune au groupe avec des objets exploitables. Donc, on puisse récupérer un objet qui a été publié par Axima Espagne, par exemple, en France, avec les paramètres de la BF qui a récupéré l'objet, avec la langue aussi qu'on utilise. Donc, ça, c'est le but et toute la technologie derrière. Et ça, je plais beaucoup. C'est, je pense, aujourd'hui, le cœur de ce que recherchent les entreprises. Effectivement, sur un Revit, on va avoir des paramètres partagés, par exemple, qui vont être internes de l'entreprise. On va faire attention de gérer une famille là-dessus. Mais il peut y avoir plusieurs agences, et puis on se rend compte qu'en fait, parfois on a des clients qui nous demandent un rendu avec certaines dénominations, certains libellés de paramètres clients spécifiques qui vont être utiles pour le facility management ou pour l'exploitation après de la maquette. Aujourd'hui, on le fait manuellement, on repasse sur les objets et on change les paramètres. On remettre les valeurs. Et c'est chronophage. Ça, c'est assez chronophage. Donc, le but de l'harmonisation pour nous, c'est d'arriver à automatiser tout ça déjà. Voilà, automatiser tout ça. En fait, on sait que on ne peut pas imposer un langage commun à tout le monde. Il y a des standards qui sont différents, des usages d'un pays à un autre qui sont différents, des métiers différents, d'un projet à un autre, c'est différent. Donc en fait, il faut donner la possibilité aussi de pouvoir faire de la traduction. En fait, et donc de non seulement structurer cette donnée, et derrière de la traduire dans un standard, dans une langue, dans un usage différent. Et donc, on retrouve ça sur notre petite gestion de bibliothèque, c'est
on récupère du contenu. Et quand on va mettre en ligne ce contenu, on va harmoniser en fait les paramètres en les reliant tous à un standard commun qui va faire le lien, un dictionnaire commun qui va faire le lien entre, par exemple, des paramètres partagés de l'agence nord-est avec des paramètres partagés de l'agence sud-est, voire même des paramètres de Revit vers des paramètres d'Archicad. Donc en fait, typiquement, nous, la technologie ici, sur la diapositive que vous voyez, elle est représentée par la zone centrale, bleue. Et du coup, tout le monde va venir se connecter sur notre technologie, sur notre dictionnaire au final. Tout le monde va venir se connecter dessus. Et on va pouvoir traduire l'information pour les différentes entités qui sont connectées à notre dictionnaire. Donc bien sûr, tout ça, ça se fait en arrière-plan. Vous ne voyez pas directement, même si vous devez faire certaines tâches qu'on va vous montrer par la suite. Mais l'idée, c'est que j'ai un objet dans la maquette, je suis une entité, l'entité A, je veux mettre mon objet en ligne, je vais traduire du coup mes paramètres vers OnFly. Et lorsque quelqu'un d'autre va télécharger, il va aussi se connecter sur OnFly et il va récupérer ce même objet, mais dans son langage, puisque cet objet aura transité par OnFly et notre technologie derrière va permettre de faire cette traduction en fonction de l'identité. Ça, on peut voir déjà sur. Ah oui, effectivement, ça permet d'avoir un langage commun, ça permet facilement derrière d'enrichir aussi, d'envoyer vers soit d'amener plus de propriétés, soit d'ajouter des sets de propriétés et d'avoir en fait un peu de l'information à la demande. C'est-à-dire pour chaque objet, on peut regarder rapidement sur un upload, peut-être juste le mapping ou même un smart download, on va voir qu'en fait, si on en fait depuis en fait, ce qui est pas mal, c'est de montrer la recherche aussi, où en fait on peut venir changer de langue. C'est assez visuel. Si on revient à l'accueil, voilà, de l'objet. Et donc là, par exemple, on a des paramètres de l'objet qu'on peut regarder, dimensionnels, etc. Ça, c'est des paramètres en français. Maintenant, si tu changes la langue directement, hop, on va recharger. Tu peux recharger du coup la page. C'est bon, sinon c'est. Ah oui, pardon. Non, ça charge tout seul. Je pense que tu peux avoir utilisé. Quand on va venir modifier ça, en fait, on n'a pas besoin de recréer un objet et de faire un objet français et un objet anglais. On va avoir directement les paramètres de l'objet dans une langue différente. Se traduit automatiquement. Et ça, c'est aussi important parce que peut-être pour une petite entité, c'est peut-être pas une priorité, mais pour des grands groupes qui ont des entités dans différents pays, c'est clé de pouvoir collaborer avec d'autres intervenants. Ça peut être des paramètres effectivement utilisateurs. Donc là, on voit on voit le même objet, hop, les dimensions. Pourtant, on n'a pas changé de modèle. On n'a qu'un modèle. Un fichier RFA qui est, pour cet exemple qui est utilisé. Et en fait, ça, c'est vraiment à la mise en ligne, on harmonise un petit peu ce modèle. Basé à la suite. Il reste 35. Il reste 15 minutes. On va regarder juste rapidement. Je vais juste montrer rapidement l'upload d'un objet. Donc, ici, en fait, si je prends un objet que je veux mettre en ligne depuis mon projet, je peux cliquer sur la fonction ici, publier un objet. Je vais cliquer sur l'objet que je veux mettre en ligne. Et du coup, ça va nous permettre, bien sûr, de partager du contenu, mais aussi de le connecter avec le dictionnaire de propriété, donc de pouvoir faire cette traduction ensuite dans les projets des différentes personnes. Donc ici, sur cette fenêtre, on va on va aussi paramétrer notre upload, le téléchargement de cet objet vers OnFly. On peut choisir les références qu'on veut mettre en ligne. Ici, moi, j'avais 2 références dans mon objet. On peut ajouter une description, on peut modifier le nom de l'objet, mais on a surtout ce tableau, cette fonctionnalité qui permet du coup de se connecter au dictionnaire du Menco, qui par la suite permettra de faire la traduction dans différents langages ou dans les différents standards. C'est ça. En fait, on prend sur Revit ou Archicad, on prend ces paramètres type qu'on utilise. Et on va venir les connecter, les associer à un paramètre en ligne. Et derrière, si on veut, on peut en fait relier ensemble
voilà, plusieurs paramètres. Donc, soit c'est pour un tri, quand on récupère plusieurs sources différentes, ça permet de transformer les objets avec ces paramètres pour qu'ils soient tous cohérents, harmoniser en fait les objets entre eux. Soit ça permet de gagner, de mettre en ligne une longueur, de la retrouver dans le langage plutôt la longueur IFC ou des choses comme ça. Donc par exemple, ici, dans mon objet, j'ai mon paramètre de largeur qui s'appelle width en anglais, avec une valeur de 198. Je peux ici sélectionner le paramètre du Bimenco correspondant, donc on va me proposer, je peux aussi faire des recherches. Donc ici, je peux prendre largeur hors tout, par exemple. Donc là, je vais créer le lien entre ma propriété et la propriété Bimenco. C'est un lien que je peux avoir sur le moment, mais que aussi je peux conserver. Donc c'est-à-dire que si ensuite je télécharge un objet Bimenco qui aura ce paramètre de renseigner, largeur hors tout, qui peut être dans différentes langues, qui peut être en fonction de chacun. Du moment où je vais télécharger un objet avec ce paramètre-là, il va être traduit dans mon langage à moi, si je le veux, bien entendu. Et on peut le paramétrer à côté. Il va être traduit dans mon langage à moi, qui est celui-ci, qui est celui de mon objet. Si tu veux, dans les options, par exemple, on peut choisir. Ça, bien sûr, effectivement, on n'a pas, une fois que c'est connecté une fois, donc si on fait tout avec ces paramètres partagés, il n'y a plus besoin de le faire par la suite. Et là, on voit en fait qu'on peut choisir la méthode, comment on veut récupérer les informations dans ces maquettes. Je vais télécharger un objet. Est-ce que j'utilise du coup le traducteur, on va dire, automatique, ou est-ce que j'utilise mes paramètres partagés ou les paramètres partagés de mon client? Et à ce moment-là, l'ensemble de ma bibliothèque, tout d'un coup, est automatiquement transformé avec les paramètres de mon client. Et donc, je peux dire, voilà, je travaille sur le projet de la tour, machin, et à partir de ce moment-là, tous les objets que je prends dans la bibliothèque arrivent déjà structurés avec les bons paramètres demandés par le client. Et ça, on le fait une seule fois. Donc, c'est pas à chaque upload qu'on fait, donc ça c'est une seule fois. Et puis après, tous les objets qui contiennent le paramètre vont automatiquement mapper comme on le voit. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les noter. C'est vrai que c'est assez complexe comme notion à prendre en compte. C'est vraiment le cœur de la technologie et il est important qu'on puisse vous expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. C'est là où on joue effectivement la structuration. Là où il y a toute la technologie Bimenco derrière. Donc, cette traduction et cette harmonisation de la donnée pour tous et dans différentes langues. Et oui, comme disait Baptiste, ici on retrouve les différentes façons de traduire cette donnée. On va passer au dernier point. Yes. Le dernier aspect qu'on rencontre dans la gestion de sa bibliothèque, souvent c'est au final on commence à savoir collaborer sur un projet, on commence à savoir s'échanger des informations. Et sur la bibliothèque, c'est aussi important de permettre aux entreprises qui mettent en place des processus, qui définissent des standards sur leur objet, qui définissent des chartes avec les niveaux d'information nécessaires par classification, par typologie, de pouvoir relier ces données-là à leurs objets réellement, c'est-à-dire pouvoir connecter un petit peu tout ça. Et je reviens juste au point du DOE numérique. Donc pour la création du DOE, en fait, on n'a plus besoin de repasser sur toutes les fiches techniques et refaire deux fois le même travail. Donc en amont, on peut créer son DOE numérique au fur et à mesure du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose de on peut facilement inviter en fait du monde à venir compléter d'une certaine manière les informations des objets de chaque objet. Donc on retrouve le problème de la gestion du niveau d'information de détail qui sont aujourd'hui en fait souvent dans des fichiers Excel pour tel code master format ou uniformat. On a besoin de ces informations-là à telle étape de projet. Sauf que derrière, c'est à nous de faire le travail pour que quand on télécharge, ça se mette de cette manière, ces informations-là. Et donc, on a besoin de pouvoir relier un petit peu tout ça. Et donc là, nous, ce qu'on essaie de conseiller un petit peu, c'est de pouvoir facilement lier votre classification, vos différents standards à votre bibliothèque. Et on peut donc peut-être regarder rapidement la classification. Donc ici, on a, juste pour revenir un petit peu ici, on a les différents onglets qu'on trouve dans Unfly, avec les différentes fonctionnalités d'Unfly. Ici, on a les outils d'administration.
Et j'avais ouvert du coup une page de classification. Par exemple, ici, on est dans l'outil de gestion des classifications. Sur la classification Uniclass, donc on est sur une classification internationale, si je puis dire, mais ça pourrait très bien être notre propre classification, parce que chaque entreprise, chaque entité, chaque administrateur plutôt sur Runfly peut créer une classification. Et ça permet au final de catégoriser vos objets suivant vos habitudes de travail. Parce que on est toujours dans l'optique de ne pas imposer un langage, de ne pas imposer du coup une classification. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça donne en fait les clés au BIM manager ou au gestionnaire de la bibliothèque ou même des projets, de venir donc gérer d'une part sa classification, qui soit complètement donc que les objets soient bien liés à cette classe et qu'on retrouve les données de classification dans sa maquette, on ne sait pas. Mais ça nous permet aussi facilement en fait de venir associer les propriétés à une typologie d'objets. Et donc, directement, là, en ligne, je peux venir consulter un dictionnaire, donc les paramètres de mes objets, en fait, que ce soit sous forme de paramètres partagés ou autre. Et je vais pouvoir associer ces paramètres à cette classe. Et ça permet en fait, donc, d'une, de gérer son standard un petit peu là-dessus, mais derrière, d'automatiser en fait, et c'est là où il y a le lien avec l'objet, c'est que quand je vais mettre un objet en ligne, il va être classé là-dedans, je vais hériter de ces paramètres directement. Donc ça me permet de mieux contrôler on va dire, la qualité des paramètres et des données qui sont dans mes objets, pour qu'ils soient conformes aux standards de l'entreprise ou à un standard client ou autre. Et ça va me permettre aussi de venir contrôler l'information que je vais mettre après dans la maquette numérique. Donc ça, si on retourne juste sur un exemple simple, en fait, on est capable, non, je suis là sur le plugin, on est capable facilement, non, c'est la vôtre. Si je veux télécharger, en fait, nous, on va gérer les informations de l'objet séparément de son niveau de détail. Donc, du coup, si je regardais là, rapidement, c'est au moment du téléchargement de l'objet, on va contrôler quelle information on met dans sa maquette. Et ça, c'est important aussi, puisque du coup, d'une, on peut gérer un niveau de détail géométrique comme on le souhaite, séparément, et un niveau d'information séparé. Et donc ça, selon le projet, selon aussi les informations qu'on veut communiquer dans sa maquette, on peut contrôler cette information. On n'est pas obligé d'alourdir les objets avec des informations qui sont peut-être inutiles pour une phase avancée du projet. Absolument. Et donc, ça, ce qui est intéressant en fait avec tout ça, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'arriver à mettre en lien les différents acteurs, les différents métiers qui peuvent travailler là-dessus, puisqu'on a des gens qui n'ont pas forcément accès à Revit, qui n'ont pas forcément accès à Archicad, qui ne sont pas formés là-dessus, mais qui sont quand même des experts métiers et qui peuvent participer à l'élaboration de tout ça. Il faut avoir des acteurs incontournables dans un projet. Donc, ce n'est pas uniquement les utilisateurs Revit ou les utilisateurs plugins qui sont acteurs dans un projet. Il y a des personnes des achats qui ont aussi à un instant une intervention à faire dans le projet. Donc, c'est vraiment important de ramener toutes ces personnes autour d'un même outil ou d'un même process pour justement fluidifier les échanges, réduire le temps et puis optimiser et harmoniser les échanges. Je pense que c'est une expérience utilisateur qui est avant tout importante dans un projet. Il ne faut pas oublier, comme je viens d'un background d'architecte, le stress, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à éviter dans un projet. Et toutes les petites difficultés qu'on peut rencontrer dans un projet peuvent être un handicap, un frein dans le déroulement d'un projet. Ouais. Là, ça permet vraiment de garder une cohérence, que ce soit dans ces objets, que ce soit dans la collaboration, dans les standards qui sont mis en place au sein de l'entreprise, et d'arriver vraiment à tous les niveaux, à tout relier un petit peu comme ça. Et voilà, donc là, nous, notre but là-dessus, c'est d'accompagner vraiment les entreprises dans la mise en place de bibliothèques, parce qu'il y a un gain de productivité, il y a un gain de richesse, il y a un gain de temps qu'on va mettre pour faire le déo, pour documenter la maquette, etc.,
qu'en fait, vous faites déjà et vous le refaites parfois à chaque projet. Et en fait, en capitalisant plus sur les différents enjeux, sur le contenu, etc., on arrive à automatiser des blocs prêts. On peut contrôler l'information qu'on met dans sa maquette, on peut avoir sa documentation qui est faite, et donc là-dessus, on a un process qui s'automatise beaucoup plus et qui apporte en qualité et en productivité. C'est à l'échelle d'un projet, mais c'est aussi à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de tout le groupe aussi. Donc c'est à différents niveaux que le process va être amélioré à travers. Absolument. Tout à fait. Voilà, donc on a abordé pas mal de petites choses. Ah oui, là c'est vrai que j'ai oublié ma temps. Si on a 2 minutes, c'est ça avant la question. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir travailler aussi chez Vimenco. Notre mot d'ordre, en fait, c'est d'arriver à rassembler aussi, améliorer la collaboration entre vos fournisseurs, avec des fabricants et avec les projets, dans la chaîne de valeur des projets, pour construire mieux, pour construire ensemble, et puis pour avoir une maquette qui est, un bâtiment en fait qui est mieux documenté, qui est mieux connu, qui est mieux calculé, simulé, qui est mieux pensé. Et pour ça, il faut mieux communiquer. Et pour mieux communiquer, il faut être capable d'échanger des informations facilement. Et donc, ce qu'on a vu un petit peu sur l'utilisation d'une langue commune, d'un dictionnaire commun, on le retrouve aussi entre du coup, une entreprise et un fabricant qui peuvent utiliser des outils qui vont communiquer et échanger des informations. Donc, rapidement demander, on a vu les content requests, donc les demandes de contenu, on peut aussi faire ça directement avec son référent chez un fournisseur pour avoir la documentation directement envoyée vers son objet, la maquette qui se met à jour en fonction des paramètres qu'il a pu renseigner en plus, pour fluidifier les échanges et améliorer un petit peu. Pour les phases d'exploitation et de maintenance. C'est aussi important d'avoir ce lien. Et puis garder aussi un lien pour, on va dire, la mise à jour des objets, dans le sens où il y a des moments où on ouvre des projets, on ouvre des maquettes après 4 à 6 mois, et le produit est plus disponible, obsolète, il y a une mise à jour majeure, et ça, c'est quelque chose qu'on veut être au courant rapidement et directement dans sa maquette. Donc c'est important pour nous d'arriver à faire collaborer un peu tous ces acteurs au sein d'une entreprise, mais aussi hors de son entreprise. Avec. Donc voilà. On a des questions. Alors, notre fabuleux François, je vais les lire en vote. En tant que fournisseur, est-ce difficile de répondre à une demande d'entreprise de création d'objets? C'est une bonne question. En tant que fournisseur, nous, en fait, on a tendance à vraiment favoriser le collaboratif et l'itératif aussi pour travailler sur des modélisations pour un fabricant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir accès déjà à qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, pour son fournisseur. Et aujourd'hui, souvent, les fabricants se posent cette question, c'est où est-ce que je peux apporter de la valeur à mon client. Et pour ça, j'ai besoin de remonter les feedbacks, j'ai besoin de pouvoir remonter les besoins en données. Et ça, c'est ce qu'on propose justement avec le Content Request, c'est quelles données avez-vous besoin, quelle documentation avez-vous besoin, qu'est-ce qui est important pour vous, et derrière de pouvoir échanger avec son fournisseur. Parce qu'il faut aussi garder à l'esprit que Vimenco, il y a la plateforme publique. Tout ce qu'on vous a présenté pour le moment, c'est OnFly, qui est une plateforme privée destinée à une entreprise. Mais Vimenco, c'est aussi une plateforme publique sur laquelle des fabricants viennent publier des objets au format privé ou au format public, mais aussi au format privé, sur lequel ils peuvent venir interagir directement avec les clients OnFly. Et du coup, il peut y avoir cet échange d'informations entre les fabricants et les entreprises via notamment la technologie de Content Request, de demande de contenu. Et le formulaire, il est assez bien détaillé dans le sens où on n'a pas besoin de faire des va-et-vient de questions. C'est des champs qui sont bien spécifiques à remplir. Donc en principe, quand on reçoit une demande de contenu, elle est assez claire. On n'a pas besoin d'échanger plus. On a toujours une zone de. On pourra échanger peut-être plus longtemps là-dessus. On a pas mal de feedback sur les
met pas mal de choses en place pour faire collaborer, avoir du feedback avant la sortie des objets libres d'un fournisseur. Et donc, c'est des choses qu'on peut aborder un peu. On a aussi des outils destinés aux fournisseurs et aux fabricants pour qu'ils partagent leur contenu. Absolument. On a deux questions. Est-ce que c'est utilisable uniquement sur le cloud? Pour l'instant, l'application est complètement privée, hébergée en France, mais est full cloud pour justement permettre ces échanges de données entre les facilement, en fait, déjà avoir une installation facile et puis pouvoir donner accès facilement à l'ensemble de ces collaborateurs ou des externes ou des fabricants, pouvoir connecter un petit peu tout ça. Une question des entreprises générales, est-ce que vous pouvez revenir sur le lien que vous faites entre les objets et votre cloud et les mises à jour possibles pour l'objet? Parce que moi j'ai un gabarit et est-ce que je peux faire le lien entre mon gabarit directement et tout à fait. En fait, on fonctionne avec des ID. Donc on va identifier chacun des objets qui vont être téléchargés ou mis en ligne via un numéro ID, un identifiant unique. Merci. Et du coup, ça va nous permettre de garder ce lien. Et lorsqu'on va cliquer sur cette fonctionnalité de mise à jour qu'on a utilisée précédemment dans la démo, on va passer en revue tous les objets. Et si une modification a été faite en ligne, un ajout de propriété, un ajout de référence, une suppression, un ajout de classification, on va vraiment tout checker assez rapidement et on va renvoyer l'information vers le logiciel qui va nous dire il y a des mises à jour disponibles et ensuite il va, si on l'accepte, on peut sélectionner certains objets ou non, il va mettre à jour ces objets en fonction des modifications qui ont été faites en ligne. Donc ça permet de maintenir un gabarit à jour directement en ligne et gérer son gabarit directement depuis la plateforme web. Autre question, très bonne solution. Par contre, votre solution, du coup, est-ce qu'elle est OpenBIM? Elle a l'air d'être cloisonnée, donc c'est une solution privée. Est-ce que je peux être OpenBIM en étant sur un fly? Alors, nous, c'est très important pour nous, justement, de pouvoir communiquer entre les logiciels. L'interopérabilité, c'est une des problématiques qu'on abordait au tout début. En fait, quand on dit que c'est privé, c'est uniquement pour que la bibliothèque reste bien privé au sein d'une entreprise. Après, il est assez facile de donner des accès pour pouvoir partager son contenu. Et ça, là, on a montré effectivement Revit, puisqu'il y a pas mal d'inscrits aujourd'hui qui étaient sur Revit, mais c'est accessible depuis Archicad, c'est accessible depuis SketchUp, ça va bientôt être accessible depuis Tekla, etc. Donc, pour un seul objet unique, on peut avoir plusieurs formats différents en gérant la manière unique. Et pour nous, on est là où on veut vraiment aller, c'est aussi permettre de faciliter les échanges via IFC aussi. Donc, on est capable d'avoir, là on travaille sur une génération d'IFC automatique des objets pour pouvoir les intégrer partout, mais aussi l'identifiant unique est porté à l'intérieur d'une maquette IFC. Et donc on est capable à la réception d'un IFC dans un autre logiciel de regarder d'avoir cet identifiant et retrouver en fait toutes les informations, la documentation qui est liée à cet objet. Et peu importe qu'il ait été échangé de Revit vers Archicad. Au final, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'au final, la donnée, elle est universelle. Pour nous, avec notre technologie, la donnée en ligne que vous allez rentrer sera universelle et utilisable dans tous les logiciels. La seule différenciation qu'il faudra faire à l'utilisation multiformat, c'est avoir un format, un objet, un RFA par exemple, pour Revit, un modèle 3D sur lequel s'appuyer, mais on pourra intégrer cette donnée, peu importe sa provenance, directement dans tous les autres modèles. Soit Archicad, ou okay. Votre solution m'intéresse, du coup, ça se passe comment? L'achat d'une licence est définitive. Comment est-ce que je peux pérenniser l'accès pour les utilisateurs pour une solution d'ici 30 à 50 ans? Alors ça, c'est vrai qu'on nous pose pas mal la question, notamment sur la partie en fait DOE numérique. C'est-à-dire qu'avec un livrable, on crée avec sa bibliothèque et ça nous fait un peu notre DOE numérique directement avec l'ensemble du fichier. Donc ça, aujourd'hui, l'outil de bibliothèque, c'est une licence par utilisateur, donc en mode SaaS. Et après, on peut avoir des sous-bibliothèques qu'on peut en fait utiliser pour la maintenance, etc. Et là, qui vont être toujours dans le cloud, mais ce qui va être intéressant à partir de ce moment-là, ça va être d'avoir un versionning qui va conserver en fait la documentation au moment où on a fait la maquette. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on nous posait souvent, la différence entre la bibliothèque et une bibliothèque un peu projet d'une certaine manière.
Et donc, ce fait de faire du versionning permet de garder la documentation qui est faite à l'instant T. Et on n'est pas obligé de faire les mises à jour par la suite. En fait, on peut garder les documentations associées à la. C'est bien, ça fait le lien avec la question d'après qui nous vient d'un BIM manager BE structure qui demande comment est-ce qu'on peut assurer le lien direct entre les différents acteurs d'un projet. Parce que là, vous me parlez d'une solution qui est liée à l'entreprise. Moi, si j'ai envie d'inviter mon architecte, mon ingénieur, mon entreprise et maître d'ouvrage, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce sera possible un jour? Alors, en fait, aujourd'hui, on peut donner accès à n'importe qui à sa bibliothèque. Et puis, on travaille aussi sur le fait d'avoir vraiment des bibliothèques spécifiques pour les projets. Mais aujourd'hui, on peut faire les deux, en fait, aujourd'hui. C'est soit on a sa bibliothèque interne, soit on peut aussi gérer sa bibliothèque projet et donner accès à qui on veut. Dans les deux cas, du coup, il y a tout un système de droits derrière lequel on va pouvoir gérer et personnaliser afin de donner accès ou non à différentes fonctionnalités. Donc, bien sûr, ça va être un accès aux objets à la librairie, mais ça peut être un accès seulement de consultation. Ça peut être un accès seulement d'enrichissement où la personne va avoir des accès seulement pour enrichir les objets. Donc, on peut vraiment configurer l'espace et l'accès. Je vais m'embarquer dans un mot compliqué à cette librairie. Oui, tout à fait. Donc, il y a pas mal de nos clients qui utilisent ça justement pour donner, par exemple, accès à leur bibliothèque interne, la mettre à disposition de leur architecte pour un projet, puis de leur BE, et donc ça, il n'y a pas de souci avec la question. Ok. Une question d'une entreprise générale, est-ce qu'on peut faire un lien avec la partie économie de la construction, récupérer par exemple les prix sur tous les objets, et l'aspect logistique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé, imaginé dans votre outil? Ouais, alors c'est quelque chose où on peut gérer tout type de données liées à l'objet. Donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des prix, on peut avoir des prix préférentiels avec un fournisseur. On va héberger donc, dans l'objet en ligne pour avoir accès à toute la donnée. Et après, sur les données logistiques, on travaille aussi avec les fabricants pour récupérer les données d'identification d'échanges commerciaux, donc type GTIN, etc. Garantie aussi. Voilà. Après, c'est vrai que je ne sais pas si la question est tournée pour un lien vraiment direct vers les logiciels d'économistes. Et ça, c'est quelque chose, nous, en fait, on a un API, un SDK, et on fait, à la demande aussi de nos clients, des connexions vers leur logiciel qu'ils utilisent. Le but, c'est que le contenu soit disponible pour tous. Et pour chacun de son métier. Donc, selon vos outils, on en discute, on peut regarder comment intégrer au mieux, partager au mieux la donnée. Il reste deux questions pour faire très court. Votre solution m'intéresse. Par contre, en interne, je ne suis pas sûr que j'arrive à faire fédérer l'ensemble de mes filiales pour l'utilisation de votre outil. Est-ce que vous avez un service qui est aussi qui peut accompagner pour implémenter votre solution dans mes différentes filiales? Nous avons la Benefit Manager qui justement accompagne les entreprises dans la mise en place. Et là, dans la mise en place de cet outil. Et notre volonté, c'est vraiment d'en profiter aussi pour étudier les problématiques, soit de déploiement, c'est-à-dire comment fédérer les différentes personnes. Et là, on met en place des workshops, on travaille avec un responsable, un chef de projet dans l'entreprise, et on vient essayer de fédérer et déployer là-dessus. L'idée, c'est pas juste de vendre l'outil, c'est aussi d'accompagner à mettre en place cet outil afin qu'il soit exploité au mieux. Chaque entreprise est différente, a ses propres standards, et on va accompagner l'entreprise à mettre en place du coup cette librairie et à faire en sorte qu'elle soit préutilisable et exploitable au mieux par chacun des acteurs. Et du coup aussi, ça pourrait être mise à jour avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues précédemment. Vous aurez vraiment après le pouvoir ultime sur cette bibliothèque pour pouvoir la gérer. Donner les clés pour l'exploiter. Le but, c'est d'accompagner le client jusqu'à ce qu'il puisse, avec autonomie, utiliser son outil sans que BIM & Co n'ait à s'ingérer. Donc, l'accompagnement sera là jusqu'au jour où le client dit qu'il est en mesure de pouvoir exploiter sa bibliothèque. Et puis après, on entretiendra des relations, des mises à jour, et puis des fois, la meeting s'il faut pour s'il y a des mises à jour ou de nouvelles fonctionnalités. On a une bande de passionnés dans l'équipe, donc ça nous intéresse toujours de connaître vos
problématiques et de travailler avec vous sur vos projets. En fait. Et puis s'il y a des demandes spécifiques aussi, qu'on puisse les remonter et puis les traiter. Parce que l'outil peut s'adapter aux besoins. Donc là, on a un outil qui répond au maximum de demandes, mais il est important de noter qu'il peut y avoir des développements spécifiques pour pouvoir avoir une feature de plus ou de moins qui puisse correspondre à vos besoins. Dernière question un peu ouverte pour terminer sur une touche un peu fun. Est-ce que vous pensez faire un lien un jour avec le Smart City? Le Smart City, dès qu'en fait on fait de la gestion d'assets, c'est-à-dire de gestion d'éléments, on peut faire le lien avec tout en fait. Toutes les informations, par exemple ici, je réponds mais toutes les informations ici sont identifiées de manière unique, vous l'avez dit, et sont accessibles aussi via API. C'est-à-dire que quand vous mettez un objet Archicad en ligne avec ces données, ou un objet Revit, les données sont accessibles par API. On peut les récupérer. Donc, imaginons que le Smart City, y ait des données liées. On peut très bien connecter ces systèmes d'information via nos applications web. Et on a un très bon exemple d'ailleurs par rapport à ça, avec un événement à Singapour qui sera début octobre, qui en fait est vraiment dans cet esprit-là de Smart City. On va avoir tout un pavillon qui va être en fait une réflexion réelle d'un pavillon smart et sur lequel on va pouvoir montrer la technologie du Lumenco, dans le sens où si on a une défaillance sur une climatisation par exemple, avec une application dédiée à ce salon, on va pouvoir scanner cette climatisation qui a un défaut, et on va pouvoir récupérer la donnée sur Lumenco directement avec les fiches de maintenance et avec les différents paramètres, les différentes valeurs de paramètres qui ont été rentrées. Donc ça peut être par exemple des durées de garantie ou des contacts. Et des informations techniques pour le remplacement ou des. Exactement. Ça, c'est des recherches qu'on peut faire parce que la donnée est compréhensible, elle est structurelle, harmonisée. Et tout ce travail-là permet justement d'aller vers ce genre d'application. Et l'exploiter plus facilement. Si vous êtes à Singapour, n'hésitez pas à passer pour voir ça. Et c'est vrai qu'on a fait un projet avec TIL à Singapour, où on a des abribus qui ont été faits en Revit et qui sont passés en IFC. Et dans un hyperviewer, on a les consommations de l'abribus connecté et on a aussi accès aux informations qui sont liées à ces objets via API de la même manière, hors de son application. En fait, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut beaucoup d'applications, il y a pas mal d'applications. On est là pour vous conseiller si vous avez des envies de disrupter le marché, d'aller faire des innovations incroyables. On est là pour vous accompagner avec grand plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos questions si on n'a pas pu répondre à toutes. On est désolé, on est un peu limité par le temps. Mais n'hésitez pas à laisser vos questions et puis on reviendra vers vous avec nos réponses. Et utilisez l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Effectivement, sur onboarding@lumenco.com. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Je trouve.